arrivons à la deuxième partie de cette émission avec cette question: comment vivre avec la sclérose en plaques? Pour répondre à cette question, je reçois le professeur Marc Debouvry, neurologue au CHRU de Nancy, par ailleurs vice-doyen de la faculté de médecine de Nancy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, vous pouvez nous définir ce qu'est la sclérose en plaques? Alors, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique, déjà. Donc, c'était une maladie qui va toucher le système nerveux et notamment toutes ces fibres de conduction. Votre cerveau, il y a un disque dur, ce qu'on appelle les substances grises, et il y a toutes les voies de conduction, qui sont les câbles, qui sont appelées les substances blanches. Donc la sclérose en plaques va atteindre préférentiellement, au moins au début, cette substance blanche, donc toutes les voies de conduction. Donc ça peut entraîner, de par ce fait, plein de signes neurologiques différents. Quand vous coupez des câbles dans un ordinateur, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc en fait, on peut avoir beaucoup de signes différents. Et il y a différentes sortes de sclérose en plaques? Alors au début, en fait, il y a deux formes. Il faut simplifier les choses. Il y a ce qu'on appelle les formes à poussée. Donc une poussée, c'est défini par des signes qui vont exister pendant quelques jours, quelques semaines, et qui vont diminuer ou disparaître. Et puis, vous avez des formes progressives d'emblée, donc qui sont environ 15% des personnes au début de maladie, où les choses vont apparaître de façon insidieuse au fur et à mesure, des mois et des années, et les gens vont se dégrader comme ça au fur et à mesure, avec des signes neurologiques qui vont apparaître avec 5000 personnes donc, sont touchées par cette maladie en Lorraine. Quels en sont les symptômes? Comment on peut se rendre compte? Quels sont les signes avant-coureurs? Voilà, donc il y a plein de signes, parce que c'est toutes les voies de conduction possibles. Ouais. Alors le plus fréquent, au début, c'est des problèmes visuels. Par exemple, vous avez une baisse de la vision d'un œil. D'accord, comme ça. Comme ça apparaît le matin en vous regardant dans votre glace. Et ben, vous avez l'impression qu'un œil voit beaucoup moins qu'un autre. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une névrite optique. Les signes fréquents, sinon, c'est des signes sensitifs. Ben, vous avez des fourmillements de tout le côté droit, tout le côté gauche ou de la face, avec une petite maladresse, malhabileté. Vous êtes moins habile pour prendre votre crayon ou votre smartphone. Voilà. Ouais. Vous allez avoir un manque de force d'un côté, des problèmes d'équilibre, des problèmes urinaires, des symptômes de ce type-là. On peut faire une liste extrêmement importante, mais c'est toujours des choses qui s'imposent, si vous voulez, à votre vie quotidienne. C'est des choses tout à fait anormales. Et qui vont et qui viennent, ces symptômes? Alors, la poussée, donc, c'est quelque chose qui va durer quelques jours, quelques semaines, qui va disparaître. Et puis, sinon, on peut avoir des phénomènes qu'on appelle bégayants. C'est-à-dire que c'est en fonction des heures de la journée, en fonction des jours, c'est plus ou moins bien. Alors, c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors, maladie auto-immune, c'est une maladie donc, où ça démarre du sang, ça démarre du système immunitaire. Vous savez que vous avez des globules blancs, notamment ce qu'on appelle les lymphocytes, qui sont profondément importantes pour notre défense. Et finalement, dans cette maladie-là, ça s'autodétruit, c'est ça? On a besoin, elle travaille trop. Le système immunitaire va travailler trop. Donc il n'est pas déficient. Souvent les patients disent ça, que j'ai un système immunitaire qui ne marche pas bien. Mais en fait, il marche trop. C'est-à-dire qu'il a besoin de travailler, et comme il a besoin de travailler, il va travailler contre le soi-même. D'accord. Et comment est-ce qu'on diagnostique cette maladie? Alors, le diagnostic, c'est d'abord la clinique. C'est vraiment l'appréciation très importante du médecin lorsqu'il est en face avec son patient et qu'il va comprendre les symptômes que celui-ci décrit. Et puis, on a affaire à un examen qui est capital, qui est l'IRM. Donc, on fait une IRM, soit du cerveau, soit de la moelle épinière, en fonction des symptômes que la personne présente. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment se faire une opinion très importante. Et puis, pour éliminer d'autres diagnostics, on est parfois amené à faire une ponction lombaire. Donc, comme une péridurale pour les femmes. Et c'est un examen qui se fait une fois dans la vie d'une personne pour avoir un argument de plus pour ce diagnostic. Alors, la maladie est tout à fait différente selon les individus. Je vous propose de regarder ce reportage où l'histoire de Marc Kopp, qui est atteint de la sclérose en plaques. Et en 2013, il est parti randonner dans l'Himalaya. Nous sommes en octobre 2013.
Atteint d'une sclérose en plaques progressive depuis 12 ans, Marc Kopp, accompagné du parachutiste de l'extrême Mario Gervasi, entreprennent l'ascension de l'Everest. Dans les locaux de l'Orsep, la neuropsychologue Clémentine Castro reçoit un patient pour une séance de rééducation. Jean-Pierre est atteint de troubles de la mémoire. Créée en 2002, l'association regroupe 8 salariés, dont une infirmière, une psychologue et un médecin coordinateur. Pour le premier, par exemple, il faut trouver un mot de 5 lettres qui commence par la lettre H. On vous a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques et le neurologue vous a fait signer un consentement pour qu'on puisse vous prendre en charge. Et les personnes qui vont vous prendre en charge en premier lieu, ce sera l'infirmière qui va vous expliquer le traitement que vous avez, vous revoir avec vous toutes les idées que vous avez sur la maladie, ce que vous savez de la maladie. Marc Kopp est fondateur et animateur du groupe de parole du PIO. Il est correspondant de la Ligue française contre la sclérose en plaques. Son groupe est partenaire de l'Orsep. J'ai voulu que ce soit une co-animation avec une psychologue clinicienne, donc qui représente le soignant, et le bénévole atteint lui-même, qui sait de quoi il parle, pour accueillir les malades. C'est de faire en sorte que notre handicap soit une force, que notre maladie, on puisse peut-être dire un jour que c'est une chance. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas dire ça comme ça d'emblée, mais n'empêche que les activités que nous avons fait ensemble, faire du parachutisme, du saut en tandem avec les malades, du parapente, et après avoir pu faire le saut de l'Everest à 10 000 mètres, moi handicapé, enfin l'homme assis, avec un athlète de haut niveau qui me fait ce cadeau, c'est juste impossible. Et pourtant, il l'a fait. Hein, Marc Kopp, c'est un vrai message d'espoir. C'est pas le cas de tout le monde, j'imagine, professeur. Oui, alors d'un autre côté, je crois qu'il faut aussi voir une image réelle de cette maladie. Quand on voit des personnes en consultation, la grande majorité ont une vie sociale, familiale, professionnelle pratiquement normale. Les arrivées des nouveaux traitements font aussi changer considérablement l'histoire naturelle de la maladie. Donc il y a énormément de gens qui ont ce type de maladie qui ont une vie presque normale. Oui. Alors après, quand le handicap arrive, bien sûr, il y a des formes beaucoup plus évoluées et c'est un vrai problème et c'est notre combat pour éviter l'arrivée dans ce genre de choses. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une maladie qui touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Pourquoi ? Alors, comme toute maladie auto-immune, souvent, les femmes ont un système immunitaire qui est normal, alors que celui des hommes est déficient. Naturellement, l'homme est déficient au niveau immunitaire. Donc, en fait, la femme a plus de risques d'avoir un système immunitaire qui fonctionne trop. Et alors, pourquoi, pas de chance pour elle, pourquoi ça touche plus les gens du Nord et de l'Est que ceux du Sud ? Alors, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a des phénomènes infectieux, viraux, qui sont plus fréquents dans certaines zones que d'autres. Et il y a aussi probablement l'exposition au soleil très tôt dans la vie, y compris dans le ventre de sa mère. D'accord. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a des carences en soleil, il y a probablement un risque plus augmenté, plus important de développer la sclérose en plaques bien après. Les traitements, quels sont-ils ? Alors les traitements, il faut bien séparer. Les traitements de la poussée, ce sont des perfusions de Solumédrol. Il y a les traitements de fond, il y a les traitements de symptômes. Chaque fois que les gens ont des symptômes, la douleur, le tremblement, la raideur, on a des traitements différents. Pour les traitements de fond, ce sont maintenant un grand changement à partir de 2014 avec beaucoup de traitements de fond qui se font par voie orale, alors qu'avant, on était obligé d'avoir à faire des traitements par voie injectable. Ouais. Donc il fallait se rendre à l'hôpital ou alors on se les faisait soi-même ou une infirmière venait. On se faisait soi-même, mais c'était quand même beaucoup plus contraignant pour simplement les déplacements, les voyages par exemple. Ça se soigne cette maladie ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Non, on ne guérit pas.
Ça ne sert à rien de donner un faux message à ce niveau-là. On a la maladie. Mais maintenant, comme toute maladie chronique, elle peut être totalement quiescente. Quiescente, c'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas. D'accord. Donc on peut avoir des maladies comme ça chroniques, vous avez peut-être une maladie, moi aussi, et on ne le sait pas parce qu'elle ne s'exprime pas. Donc là, l'objectif des traitements, c'est que cette maladie devienne quiescente le plus longtemps possible. 2 questions de téléspectateurs. Quel est l'impact de la CEP et des traitements sur la libido, tant pour un homme que pour une femme? Question de Marie. Alors, très vite. Très vite. Les traitements en eux-mêmes, les traitements de fond, n'interviennent absolument pas dans la libido. D'accord. Certains traitements symptomatiques peuvent, notamment ceux qui donnés pour la douleur, peuvent effectivement jouer sur la libido. Après, on a une maladie chronique. C'est une maladie difficile à vivre. Et comme toute maladie chronique difficile à vivre, on peut avoir aussi des sautes d'humeur et qui font que la libido est en apathie. Voilà. Quel traitement de fond présent et à venir Sativex? Pour qui, pourquoi, nous demande Francis. Alors, le Sativex, ce n'est pas un traitement de fond, c'est un traitement du symptôme. C'est un traitement qui devrait être sur le marché en 2015. C'est un dérivé du cannabis et c'est un traitement dont l'indication, c'est la raideur, la spasticité. Donc, c'est des gens qui ont des raideurs spécifiques liées à la maladie et on peut les aider avec ce traitement sur ce symptôme. D'accord. Encore une chose, donc les malades peuvent se faire aider grâce au réseau LORCEP. Thierry Pernin le dit dans le reportage, c'est le réseau lorrain pour la prise en charge de la sclérose en plaques que vous avez créé. Donc c'est pour des personnes, des équipes ont été mises en place pour se rendre au domicile des patients si besoin. Voilà, c'est ça, c'est créer du lien. C'est qu'il faut que tout patient à qui on annonce ce diagnostic en Lorraine ait l'impression qu'il puisse être aidé par une équipe de gens compétents. Donc on invite les gens à effectivement prendre contact avec leur CEP. Une dernière question, professeur, pour mettre à bas des idées reçues. On peut faire un bébé en étant atteint de la sclérose en plaques? Absolument, il n'y a aucun souci particulier sur cette question. Il faut vraiment déculpabiliser les femmes à ce sujet. Elles peuvent parfaitement faire une grossesse si c'est leur choix. Et si c'est le choix du couple, mais il faut vraiment qu'il n'y ait aucun problème là-dessus. Une femme qui arrive à l'âge de la ménopause, qu'elle ait 0 enfant, qu'elle en ait 8, avec une sclérose en plaques, ça ne changera rien sur l'évolution de sa maladie. Simplement, il faut en parler avec son neurologue parce qu'on sait que pendant la grossesse, le risque de pousser est diminué et qu'il augmente un peu après l'accouchement. D'accord, donc ça nécessite un suivi un peu plus... Voilà, il faut que les gynéco femmes... et neurologue travaillent main dans la main sur une grossesse. Voilà, il faut leur expliquer. Simplement. Bien sûr. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous pour